Merci Madame la doyenne. Je suis honoré d'être invité par l'université Picardie-Jules Verne qui porte justement le nom de Jules Verne, mon idole d'adolescent. Donc tous les livres ont été traduits en persan. Et Jules Verne, le visionnaire. Justement, je dirais d'emblée, vu de l'Iran, l'Union européenne n'a jamais été une puissance vraiment politique, une puissance avec un vrai poids, ni philosophiquement comme l'entité qui a été créée après deux guerres mondiales particulièrement meurtrières, avec une vision pour l'avenir. En 1958, d'abord c'était la communauté européenne, puis, vous savez mieux, avec une vision à long terme pour commencer avec lever des barrières économiques et puis aller vers une bonne gouvernance politique. Non, ce n'est pas du tout. Vu de l'Iran, que ce soit l'Iranien ordinaire ou les gouvernants, l'Union européenne en tant que telle n'a pas de poids du tout. Pour les Iraniens, ça a été toujours les États-Unis, c'est-à-dire les puissances anglo-saxonnes d'abord, les Britanniques, comme l'a très bien expliqué M. Colcombet, au début du siècle, il y avait les Britanniques, ensuite les Américains, et puis les Russes d'abord, début du siècle, et puis l'Union soviétique. Donc il y a des raisons évidentes, historiques et juridiques pour cela, mais bon, la proximité aux voisins russes, le pétrole, et puis ces influences-là. Et en même temps, l'Europe était pour l'élite iranienne, et toujours pour l'Iranien, c'est une terre de bonheur, de confort matériel, de commerce, de tourisme. Et puis les gouvernements ont préféré traiter, comme a expliqué Madame, avec des pays par pays, c'est-à-dire les pays qui ont eu le plus d'influence économique, culturelle, politique en Iran. Tout d'abord, l'Angleterre et la France, puisque membre permanent du Conseil de sécurité. Ensuite, l'Allemagne, à cause, comme vous l'avez dit, du poids économique et politique important au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire les gouvernants, le gouvernement iranien, chaque fois qu'il voulait imposer quelque chose, quelque vision, quelques concessions à l'Europe, il visait surtout l'Allemagne. Il entrait en négociation avec l'Allemagne pour que l'Allemagne fasse pression sur la haute représentante ou la France. Donc, mis à part l'histoire et la géographie, de toute façon, moi, je vais remonter un peu plus dans le temps parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici pour dire que les relations entre l'Iran et l'Union européenne ne commencent pas avec la crise nucléaire, ne terminent pas avec la crise nucléaire et les sanctions, et puis la signature de l'accord de 14 juillet 2015. Il y a après l'arrivée au pouvoir des islamistes version chiite à Téhéran, je tiens là-dessus pour dire qu'il y a, c'est vrai que le peuple iranien est à 90% composé de chiites, donc branche minoritaire de l'islam, mais le régime actuel, le pouvoir qui est là depuis 1979 et créé par Khomeini, exerce une version intégriste, fondamentaliste du chiisme. Le chiisme, comme le sunnisme, il y a de nombreuses lectures.
Il y a une lecture moderne, interprétation moderne, notamment par les religieux modérés, comme dans les années 60, le mouvement de Freedom de M. Borzagan, qui a été repris par les Moudjahidines du peuple, justement après, qui ont combattu la dictature du Shah, et ensuite la dictature de Khomeini. C'est pour dire que il y a aujourd'hui, je le dis entre parenthèses, à mon avis, c'est une erreur de voir un conflit entre le monde chiite et le monde sunnite, le monde chiite incarné par l'Iran des mollahs et le monde sunnite incarné par l'Arabie des Saouds. Les fondamentalistes, les intégristes, que ce soit chiites ou sunnites, sont la même vision du monde, à peu près. Après, bon, la révolution antimonarchique de 1979, Khomeini a imposé un régime de guide suprême, Velayat Fari, que M. Kolkomba, donc je ne vais pas entrer dans le détail. C'est un pouvoir islamiste avec une vision très spéciale du monde, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Cette vision est que le monde, surtout, le monde est corrompu par les Occidentaux, et les pays musulmans également. Donc, il faut changer ce monde, au besoin, par la force et la violence. Donc, dès le départ, il y a eu une répression féroce, d'abord à l'intérieur de l'Iran, parce que les Iraniens, les premiers, j'étais là, j'étais un jeune stagiaire au ministère des Affaires étrangères, et après j'étais en poste à Paris de 80 à 84. Donc, j'étais à peu près au courant de grands événements de l'époque. J'ai vu comment ce pouvoir a été donc imposé. Et quelle était la vision? Donc, la vision était, il faut changer le monde par la violence, au besoin, par la violence ou par la terreur. Et ça a commencé à l'intérieur même de l'Iran, parce que le peuple s'est mis à résister contre donc la répression. Et là, l'Europe, l'Union européenne devient importante parce que à partir des années 80, dans les années 80, tout au long des années 80, des centaines de milliers d'Iraniens sont accueillis en France en tant que réfugiés. Souvent des réfugiés politiques qui fuyaient la persécution, la répression féroce, des exécutions sommaires, et puis en même temps, Khomeini continuait la guerre Iran-Irak malgré des appels au cessez-le-feu des Irakiens et des appels venant de partout pour un cessez-le-feu. Donc, premier point, c'est que l'Union européenne prend un autre aspect aux yeux des Iraniens comme une terre d'asile. C'est une bonne chose. La plupart de ces réfugiés s'installent en Allemagne, dans les pays nordiques, la Suède. En France, par contre, c'est surtout une élite intellectuelle, les opposants, qui s'installent. Donc l'intérêt pour la France, vu du régime, c'est neutraliser ses opposants, tout d'abord. Ensuite, traiter avec l'Angleterre également, parce que l'Angleterre, ancienne puissance, pas coloniale en Iran, mais très influente, détesté également, à cause de la question de Dr Mossadegh, de coup d'État de 1953, détesté, redouté, et puis l'Allemagne qui avait un poids important en Europe. Deuxième point et deuxième période, c'est que la
création de l'espace Schengen. Curieusement, ça a attiré les Iraniens parce que c'était important d'avoir un seul visa et puis circuler, on pouvait circuler librement dans tous les pays sauf l'Angleterre. Et pour le gouvernement, ça donnait aussi une liberté à ses agents de circuler et puis on verra qu'il y aura une vague terroriste en Europe, commanditée par Téhéran, une vague de prise d'otages, de terrorisme, comme nouvel instrument de la diplomatie, entre guillemets. Les Iraniens, comme je dis, les Iraniens, le régime a eu recours au terrorisme et à la prise d'otages chaque fois que ça l'arrangeait. Allant de prendre en otage une jeune fille stagiaire en Iran, une jeune fille française qui était accusée d'espionnage il y a quelques années. Elle s'appelait Elsa Rice, et dont le père travaillait dans le commissariat à l'énergie atomique. Jusqu'à aujourd'hui, où les gens binationaux sont arrêtés pour des raisons politiques. Troisième point, c'est que après l'espace Schengen, il y a la vague du terrorisme, et notamment certains d'entre vous peut-être vous souvenez, en 92, il y a eu 16 assassinats, multiples assassinats dans un restaurant berlinois, Mykonos. Ça, c'est la première fois qu'il y a eu une stratégie commune assez ferme. C'est que dès qu'il s'est révélé que les auteurs de l'assassinat étaient un membre du corps des gardiens de la révolution iranienne et puis quelques membres du Hezbollah libanais qui est intimement lié à ce corps, par un tribunal allemand, 2 ans après, l'Union européenne, dans l'ensemble, a décidé de rappeler leur ambassadeur à Téhéran. C'était une première. Bon, les ambassadeurs sont retournés après l'arrivée de Mohammad Khatami, qui était considéré comme modéré dans leur pays. Donc ça, c'est la première réaction commune des Européens. Ensuite, il y a eu la crise nucléaire en 2002. C'est l'opposition qui a révélé l'existence d'un programme nucléaire clandestin très exactement en 2002. C'est justement le Conseil national de la résistance iranienne qui a révélé l'existence d'un programme clandestin et 2 usines d'enrichissement uranium qui est utilisée pour fabriquer la bombe atomique. Donc il y a la crise nucléaire qui commençait, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a eu la troïka européenne, la France, l'Angleterre et puis l'Allemagne. Les 3 ministres sont entrés en Iran. Au bout de quelques années, ça n'a abouti rien. Il y a eu une suspension très provisoire de l'enrichissement. Puis rien. C'est-à-dire avec l'arrivée de Ahmadinejad, on peut dire que même cette intervention de la Troïka, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, a fourni plutôt une parapluie diplomatique à ce programme. Parce que le programme a continué, mais en même temps, puisque les Européens étaient en train de négocier,
Et puisqu'il y a eu entre-temps la guerre en Irak, il y a eu d'autres développements. Donc il y avait donc une administration américaine qui n'était pas en bon terme. Donc les Européens sont devenus très actifs. Mais finalement, en 2006, le Conseil de sécurité a imposé des sanctions. Ensuite, c'est les Américains. Et puis, l'Union européenne, c'est en 2012 qui a vraiment imposé des sanctions, surtout en arrêtant d'acheter le pétrole iranien. Ça a donné un coup final. C'est-à-dire, il y a un an après, on entend que le guide suprême, le nouveau guide suprême, Ali Khamenei, a commencé à négocier avec les Américains sous la pression des sanctions. Car la fermeté des Européens, l'arrêt des achats du pétrole, et puis le rappel des entreprises différentes, notamment françaises, par exemple le Peugeot, le Renault, et ils ont tous quitté l'Iran. Donc la pression a été telle que, voyant que même l'Union européenne a imposé ces sanctions, ils ont donc le guide suprême a décidé d'aller, tout ça l'a poussé à la table de négociation. Ce qui a mené au bout de 2 ans, 3 ans, à la signature de cet accord qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il tiendra ou pas. Il y a donc le problème des sanctions primaires américaines qui restent en place. Il y a des problèmes. Ces sujets seront traités par d'autres intervenants dans d'autres tables rondes, donc je ne vais pas entrer dans le détail des sanctions, des relations commerciales, mais c'est pour vous dire que, vu de l'Iran, l'Union européenne en tant que telle a été toujours une entité commerciale et commerçante. C'est-à-dire, les gouvernants iraniens, les mollahs, ont un mépris total, non seulement pour l'Occident, mais pour les relations internationales traditionnelles. Ils négocient quand ils sont sous pression, ils donnent des concessions sous pression et face à la politique de fermeté, et ils utilisent d'autres moyens quand ça les arrange. Ils pensent que tout le monde peut être acheté, la politique étrangère de l'Union européenne, la politique étrangère américaine, tout ça, ça peut être acheté avec des contrats. Donc le problème aujourd'hui, la situation actuelle aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où, après justement la signature de cet accord, le régime, malgré l'apparence, s'est affaibli. La position du guide suprême, parce qu'il a finalement négocié avec le grand Satan américain, il a cédé beaucoup sur la question nucléaire, il n'a pas la puissance, le pouvoir qu'il avait, même dans sa propre faction. Quant à Hassan Rouhani, qui était le président de la République, qui est considéré comme un modéré, on a vu que, comme l'a dit très bien M. Kolkombe, l'a expliqué juridiquement, on a vu que rien n'a changé, ni sur la question des droits de l'homme. Il y a eu à peu près 2000 exécutions, souvent sous le prétexte de trafic de drogue, beaucoup des exécutions politiques également. Sur le plan économique, il avait promis qu'avec la levée des sanctions, il traiterait des questions de chômage et puis des promesses différentes. Rien n'a changé. Je suis en contact avec, et tout le monde le dit, les choses vont de pire en pire. Récemment, un ancien chef militaire iranien a avoué que, en ce moment, la Banque centrale iranienne publie,
distribue des planches de billets sans valeur réelle. Donc il y a une... et puis les entreprises européennes sont en difficulté à cause de la situation bancaire en Iran. Et puis donc la politique des banques américaines, les sanctions américaines, qui sera traitée par d'autres intervenants après. Donc la situation actuelle, j'en termine, et les perspectives pour l'avenir. Franchement, en tant qu'ancien diplomate qui connaît un petit peu donc, ces questions-là en Europe, je ne suis pas très optimiste. Pour deux raisons. D'abord, c'est l'affaiblissement du régime lui-même. L'affaiblissement des régimes autoritaires, des régimes sinon totalitaires, mais autoritaires, une dictature religieuse, une théocratie du guide suprême, cet affaiblissement normalement mène à la crispation et pas à l'ouverture. Donc espérer une ouverture vers le monde extérieur de la part d'une faction soi-disant modérée, c'est illusoire. Rouhani est là depuis 3 ans. Il y aura une autre élection, entre guillemets, l'année prochaine, au même moment que les élections présidentielles en France. C'est intéressant de voir. Il se peut que M. Rouhani ne sera plus là. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura des surprises, toujours. Et même s'il est là, Khatami, à son époque, avait été élu pour un 2e mandat. Il était considéré comme modéré. On avait déroulé le tapis rouge par ces pays-là, pas l'Angleterre, mais la France, l'Allemagne et l'Italie. Et c'est 2 ans après, un 2e mandat de ce président modéré, que le problème nucléaire a été révélé. C'est-à-dire que combien les choses sont compliquées. Donc, on ne sait pas en ce moment si cet accord nucléaire va vraiment tenir. Et le régime est affaibli, donc il va vers une crispation, d'autant plus que les élections américaines et les concessions qu'ils ont eues de la part d'Obama, c'est pas sûr, ni avec Mme Clinton, ni avec M. Trump. Donc, puis l'affaiblissement également de l'Union européenne avec Brexit. Donc, je ne vois pas comment ces relations pourront se développer, sauf les entreprises qui vont acheter cash, qui vont vendre cash à l'Iran par des moyens détournés avant que les choses soient réglées à ce niveau. En ce moment, mais la politique du régime iranien, je termine avec... c'est très important. En ce moment, les envoyés du régime iranien vont un peu partout en Europe, surtout en France, pour convaincre les Européens de mettre pression sur les Américains pour régler ce problème bancaire qui ne leur permet pas d'avoir. Donc ils vont partout, ils disent vous aurez de très gros contrats comme l'Airbus, etc. Mais à cause des sanctions américaines, nous ne pouvons rien faire. Alors que leur propre système bancaire est en faillite, déjà. Et puis la corruption. La corruption, donc c'est devenu une république des affaires. Et puis je termine avec, il y a quelques jours, la déclaration de numéro 2 du pouvoir judiciaire iranien
qui suite à une résolution du Parlement européen. Ça sera traité, moi je n'ai pas traité du Parlement européen des questions des droits de l'homme parce que le Parlement européen a été vraiment actif sur ce point, bien que, sur le plan moral plutôt. Il avait dit, parce qu'il avait dans cette résolution une proposition comme quoi le Parlement européen envisageait la création d'un bureau spécial à Téhéran qui puisse, au besoin, entrer en contact avec les prisonniers politiques, etc. Donc, il a dit que ce bureau, si ce bureau est pour faire du commerce, d'accord. Sinon, ça sera un foyer de corruption et nous ne laisserons pas ce bureau entrer en contact avec les gens en Iran. Voilà, ça c'est le dernier développement. Donc finalement, je ne suis pas optimiste et puis on verra au cours des autres tables rondes plus de détails sur les questions commerciales, etc.